Bienvenue autour du jeu, épisode 23, toujours sur la chaîne YouTube de Nyx, mais aussi sur les plateformes de streaming musical. On a quelques jours de retard, puisqu'on enregistre l'émission fin septembre, mais que probablement elle sera publiée début octobre. Vous savez, l'activité ludique en cette rentrée est toujours acharnée, et on a eu un peu plus de mal à se retrouver que cet été. Je suis toujours avec Kevin des Ludovores. Salut Kevin, comment allons-nous? Salut. Bon écoute, ça va bien. J'ai encore un peu de voix, mais je sens que ça va partir en vrille assez rapidement. Ah oui. Les gens qui suivent le menu crafting savent que une fois tous les 2-3 mois, j'ai la voix qui part en 11 gags, c'est normal. C'est habituel, donc tout va bien. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur cette actualité ludique qu'on a eu Kevin et moi, ce qui nous a marqué, ce à quoi on a joué. Et puis, on va un petit peu entériner les deux grandes rubriques qui existent en fait déjà dans ce podcast, mais qui n'avaient pas vraiment de nom. On a l'œil de Kevin, le regard de Kevin. J'attends que Kevin me trouve un titre qui lui convienne un petit peu mieux. Donc, cette espèce d'analyse sur son dernier menu crowdfunding avec les jeux qui ont particulièrement retenu son attention, qu'il estime sur lesquels il faut porter un second regard. Et puis, le moment que vous préférez déjà dans ce podcast, que j'ai baptisé Nyx et Toxique, mais peut-être que ça changera aussi, dans lequel mais surtout je vais dénigrer vos jeux préférés. Avant d'entrer dans le vif du sujet et Kevin de donner la parole, quelques brèves et cette question, chers auditeurs, certains jeux sont-ils maudits? C'est en tout cas ce qu'on pourrait se demander, alors qu'Anastir et elle, deux des jeux qui avaient entre autres causé la perte de Mythic Games et qui avaient été vendus à Simone, ont de nouveau changé de main. On l'a appris il y a quelques jours via entre autres Board Game Wire. Alors, on en parle depuis le début de l'année. Simone paraissait s'être fixé comme objectif pour 2030 d'égaler la dette de la France, mais ils ont l'air aussi de réaliser à quel point leur chute est vertigineuse. Et peut-être qu'ils se demandent aussi si acheter des jeux à moitié développés d'un éditeur mourant était la meilleure des décisions quand on a soi-même des soucis de trésorerie. Pourrait-il que dans ce naufrage troublant par sa lenteur, Simone continue de balancer sa cargaison par-dessus bord, tandis que le bateau coule inexorablement. J'avais couvert Anastir, c'était peut-être d'ailleurs l'un des meilleurs jeux mythiques à venir. J'avais backé elle, donc dans les deux cas, ça me fait mal au cœur de voir ces deux jeux continuer d'être trimballés d'une famille d'accueil à une autre sans perspective d'évolution. Alors ceci dit, ça va donc Panic Games. Là-dessus, je vais prendre quand même rapidement ton avis. Je le considère comme un éditeur qui est plutôt sérieux et plutôt solide. Mais en même temps, j'ai perdu mon onglet, il est là. En même temps, je me demande si c'est vraiment le meilleur éditeur pour éditer ce genre de jeux, c'est-à-dire des jeux qui sont quand même assez massifs, avec un lourd aspect narratif pour elle, par exemple, alors qu'on peut se souvenir relativement récemment que rien que la localisation d'Hégémonie avait déjà posé beaucoup de problèmes avec beaucoup d'errata et beaucoup de loupés. Est-ce que... Enfin, je connais pas plus que ça leur catalogue, mais est-ce que c'est vraiment un éditeur qui... Est-ce que ça rentre vraiment bien dans leur catalogue, tout ça? Et est-ce que ça va pas finalement peut-être devenir des jeux qui vont être simplifiés pour rentrer dans leur catalogue et dans leur capacité de développement / production? Ouais, c'est une question pertinente, mais sur laquelle je suis pas forcément au point, parce que je connais un peu leur catalogue, et de manière générale, j'ai plutôt un a priori positif concernant le contenu de leur catalogue. Ça m'a l'air assez varié, assez intéressant. Ils font pas mal de locas sympas, mais effectivement, depuis l'affaire Hégémonie, la gestion des errata pack, etc., que c'est l'équipe de Hégémonique eux-mêmes qui ont dû les envoyer pour la VF et non pas dans le Panic Games qui aurait fait de le faire ou je sais pas quoi. J'avoue que j'ai un regard un petit peu différent. Alors je reste convaincu qu'ils ont un bon catalogue, mais effectivement, est-ce que ces deux jeux-là viennent s'intégrer de manière cohérente dans leur catalogue? Ça me semble dénoter un tout petit peu, mais est-ce que c'est pas une nouvelle orientation qu'ils veulent essayer de prendre en se basant sur deux jeux qui avaient quand même très très bien marché lors de leurs campagnes respectives? Ça peut se tenter effectivement, mais on sait à quel point ça peut être casse-gueule. Ça vient d'une compagnie qui s'est cassé la gueule, puis d'une autre compagnie qui est en train de se casser la gueule. Est-ce que c'est pas un mauvais présage quelque part? Je sais pas, tire-nous les tarots. Il y a un côté totem maudit quand même. Anastir, même s'il n'est pas très narratif, ça reste quand même un jeu triple XL avec beaucoup de figurines. C'était du mythique pur jus, ce qu'on pourrait aujourd'hui attribuer à du Awoken Realms par exemple, ou à du Simone d'ailleurs, ça marchait très bien. Donc c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir dans leur catalogue. Là vous avez quelques illustrations, et même pour les jeux que j'avais couverts de chez eux, c'était pas vraiment ça. Et elle que j'avais vu, entreaperçu, parce que c'était un secret industriel quand j'étais allé chez Mythic, donc il y a des années. C'était vous savez, le très gros bouquin d'histoire à la Solomon Kane, pareil, de Mythic Games. C'est pas forcément ce qu'ils font non plus. Il faut quand même une team pour rien que localiser ça, tu vois. Sachant qu'en plus, elle, je l'avais backé, je crois que le all-in, à l'époque, même à l'époque, ça me paraissait pas cher. Le all-in était peut-être à 130 balles, tu vois. Donc là, ils partent avec un jeu qui a été développé sans argent. Ils partent vraiment à poil, je veux dire, toi, il n'y a pas de...
l'argent il a été consommé par Simone ou par Mythic avant, donc ils rachètent des licences sur lesquelles, à mon avis, beaucoup de choses sont à faire. Et sur un jeu, je termine là-dessus, aussi narratif que elle, le fait que ça passe de main en main, d'auteur en auteur, potentiellement de développeur en développeur, est-ce que ça va pas devenir une espèce de Duke Nukem Forever pour ceux qu'une culture vidéoludique, une petite culture vidéoludique, c'est un jeu qui est développé sur 10 ans, recommencé 3 fois et qui ressemble à rien à la fin. Ça pourrait être aussi une inquiétude. Voilà. Je suis pas rassuré et je suis vraiment triste parce que elle, enfin voilà, les 130 euros depuis, ils sont partis, ils sont loin, hein, mais j'en attendais beaucoup. Ce que j'avais vu me donnait envie et ça reste un jeu. Tu sais, tant qu'on l'a pas vu, de toute façon, tu peux fantasmer dessus autant que tu veux. Et je l'imagine comme un jeu vraiment groundbreaking et vraiment passionnant. Et j'ai peur que ça prête de moins en moins cette direction-là, quoi. Il faut voir aussi jusqu'à quel point les auteurs d'origine seront consultés ou intégrés au projet. Là, il y en a qui avaient été appelés vraiment sur la fin de Mythic Games, hein, j'ai oublié son nom. Il y en a à qui j'avais été présenté, qui ont été remerciés évidemment quand Mythic a fermé. Je suis pas sûr qu'ils reprennent le truc. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mains qui sont passées dessus, rien qu'à l'époque Mythic où il y avait un gros turnover sur la fin. Donc voilà. Et puis un petit mot aussi rapide, alors là ça me concerne plus. J'ai revu Méandre il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines, dont je connais rien du bien que j'ai dit du jeu, mais je suis un petit peu inquiet, pour être complètement honnête, sur leur stratégie. Ils ont choisi, souvenez-vous, j'en parlais dans la review, de ne pas passer par Kickstarter et de faire une espèce de précommande sur leur site directement, donc une page qui ressemble un peu à du Ulule, mais en version maison. Donc c'est une bonne chose dans le sens où évidemment ils vont s'épargner un intermédiaire de plus qui est le site qui porte le projet. Donc ça fait potentiellement plus de revenus, des moyens de faire un jeu plus sympa. Le problème c'est que tu perds en visibilité. Et là je trouve qu'ils se perdent un petit peu dans leur com. Alors je vous mets la page mais ça n'a pas grand rapport. C'est-à-dire que déjà quand j'avais le jeu à review et toujours maintenant, il n'y a pas de date de lancement. Alors toi qui es le maître des clés hein, et le maître du temps sur tout ce qui est financement participatif, quand tu n'es pas sur KS, ce genre de site, donc où tu n'as pas d'alerte automatique. En plus, tu donnes pas de date. Là, on est toujours en coming soon, bientôt. Tu te reposes, en tout cas, c'est son cas, parce que j'ai reçu un mail, moi, en tant que backer de Once Upon a Time. Ils se reposent sur un système de mails qui vont te prévenir de certaines choses, mais dans leur com, ils disent aussi que les mails vont sûrement dans les spams. Donc, en fait, tu perds l'audience que tu as réussi à gratter. Est-ce que c'est pas déjà une recette, je ne vais pas dire pour un désastre, mais est-ce qu'ils ne se tirent pas toutes les balles possibles dans le pied avant de commencer ? Ouais, c'est étrange, peut-être que toi tu as plus d'infos, les ayant en contact, puisque tu as récemment couvert Méandre, mais ils t'ont pas expliqué les raisons qui les ont poussés à choisir ce système-là plutôt qu'un Kickstarter par exemple? Alors non, sur le choix, non. À mon avis, c'est parce qu'ils veulent rester sur du petit tirage et qu'ils veulent du coup, tu vois, faire un truc un peu maison. Et encore une fois, sur le point de vue financier, je peux le comprendre et c'est pas sale du tout. Moi, ce qui vraiment me pose vraiment question, c'est... Vas-y. Tu disais sur un point de vue financier ça peut s'entendre et oui et non parce qu'en fait oui dans le sens si tu te limites à la sphère francophone pourquoi pas effectivement. Par contre du coup tu te coupes toute possibilité de faire une version anglophone également du coup pour le Ouais, ils veulent pas. Ouais, ils partent sur du français uniquement et après est-ce que c'est pire que Ulule, tu vois, parce que Ulule je trouve qu'en visibilité c'est 0, donc si tu partais sur du franco-français peut-être autant, mais alors le fait de ne toujours pas donner de date. Et j'ai l'impression, alors s'ils font ça, à mon avis, c'est l'erreur fatale. Hein. S'ils se lancent un petit peu en mode shadow drop, c'est-à-dire ça y est, c'est ouvert, allez-y, au lieu de dire au moins une semaine avant, bon, ce sera la semaine prochaine, j'ai peur qu'ils perdent tout le monde en route, en fait. Et même, tu vois, cette vidéo que j'ai sortie à l'époque où je pensais que la campagne allait commencer, donc il y a à peu près 2 semaines, grosse semaine, elle va s'épuiser dans le temps, tu vois, et ça correspond pas à l'actualité, parce que la campagne n'est pas lancée. Quand elle se lancera, la vidéo sera vieille, un petit peu vieille. Je sais pas. Et puis, je veux pas... Enfin, je suis un peu inquiet parce que j'ai peur qu'il loupe la marche avec ce truc-là alors qu'il parle d'un gros succès avec Once Upon a Time. Donc à voir, intéressez-vous, mais... D'ailleurs, s'il y avait un projet ou peut-être que faire une sortie uniquement en français aurait pu être judiciable, c'est peut-être justement Once Upon a Time, parce que vu que c'était un jeu avec des jeux de mots à gratter, etc., il fallait faire un gros effort de traduction qui changeait potentiellement pas mal de choses au niveau des grilles à composer, etc., parce que les mots sont pas les mêmes, pas le même nombre de lettres, etc. Donc ça pouvait être vachement plus galère. Peut-être que de faire uniquement une VF dessus, ça aurait pu être plus intéressant pour le coup, mais Méandre a l'air d'être en plus relativement simple. Je vois pas ce qui les empêche de faire une version anglaise, anglophone, en même temps. C'est assez surprenant, ouais. Il n'y a pas de texte sur les cartes, il y a 4 pages de règles sur un petit livret.
Once Upon a Time, je peux comprendre dans le sens où ils étaient associés à Lucky Duck, et peut-être que c'est Lucky Duck qui voulait pousser ça aussi à l'international après. En plus, ça leur a réussi, donc tant mieux pour eux. Mais là, c'est vrai clairement. que... Est-ce que... Bon, voilà, après, c'est pas... Ils ne vivent pas de ça, si tu veux. Hein. Dan Touvenot, il vit pas de ça, donc... Il a peut-être pas un besoin d'être rentable à tout prix, enfin, peut-être s'enrichir à tout prix. Mais il a quand même été à bonne école avec 2 projets qui ont bien marché. Ce côté Shadow Drop, on ne sait pas quand ça vient, suivez vos spams et peut-être que vous saurez quand ça sort. Je sais pas. Je suis sceptique parce que tu vois, il y a une campagne de com sur les différents réseaux sociaux, comme ils disent des francophones, etc. Au préalable, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on en entend parler nulle part. Ouais, parce que comment tu utilises un truc si t'as pas de date de lancement? C'est ça la question. Tu peux pas le teaser ou alors. Parce que. Non, je peux pas trop révéler. Je veux pas révéler des choses que peut-être j'ai pas révélé. Mais. Si tu veux, il y a même un système de précommande, c'est-à-dire que les 200 premiers inscrits, je crois, au premier backer, je sais plus, auront un truc comme cadeau. Mais contrairement à Kickstarter, et pourtant Kickstarter, c'est pas la panacée, du coup, tu n'as même pas de compteur pour voir où on en est. Est-ce que tu peux encore faire partie de ces 200-là? Est-ce que t'as rien? T'as ça, quoi. T'as s'inscrire et c'est tout. Et des emails et vérifier vos spams. C'est un peu trop artisanal pour leur propre bien, à mon avis. Et voilà. Et sur ce, ouais, bon, voilà, il n'y a pas de quoi épiloguer. Je veux pas non plus, en plus... moi, le but, c'est plutôt d'attirer l'attention dessus, parce que c'est un jeu qui est sympa, et c'est un éditeur que j'aime bien. Mais ouais, ils se rendent pas service pour aller chercher au-delà de leur fanbase d'origine, quoi. Ok, Kevin. Quoi de neuf? Alors, quoi de neuf dans le sens... À quoi tu joues? C'est dur à sortir. Mais ça, j'en arrive. J'allais parler des courses que j'ai fait aujourd'hui, dommage. Écoute, quoi de neuf aujourd'hui? Il y a du neuf et du moins neuf en réalité. Puisque le premier jeu que je vais mentionner, bon, c'est un jeu qu'on a mentionné presque ad nauseam sur la chaîne il y a pas si longtemps encore, puisqu'il s'agit de Heat, Pedal to the Metal, ce fameux jeu de course de Days of Wonder par les auteurs de Flamme Rouge. Et pourquoi j'en parle encore cette fois sur ta chaîne et pas sur une autre? Parce qu'en fait, Xavier et moi, on était en train de terminer progressivement notre... nos championnats. On a fait différents championnats consécutifs, parce qu'en fait le jeu te propose de faire une sorte de simili-campagne sur 5 années, je crois, avec les extensions en tout cas. 3 années plus 2 avec les extensions qui sont sorties. Et donc récemment, on a pu se lancer dans la dernière saison avec encore une nouvelle extension qui vient rajouter quelques petits micro-mécanismes de plus, tels que les tunnels par exemple. Et du coup, c'est toujours aussi jouissif, c'est toujours aussi fun à jouer, et il ne reste plus qu'une seule course, et je suis à 1 point devant Xavier, donc je suis content. Wow, c'est serré en plus. C'est chouette. C'est chouette quand c'est serré. Et je suis toujours aussi agréable à jouer. Ouais. Non, mais je suis assez certain qu'on avait aussi parlé dans le podcast. Alors, je sais plus si c'était entre nous ou la dernière fois que Xavier est venu. Je sais qu'on avait évoqué justement ce système de coupe, et je trouvais ça sympa. Quoi, les plateaux il est vraiment super cool. Ouais. Et il y a plein de plateaux fan-made aussi qui sont disponibles sur BGG. Ah, bah, tu m'étonnes. Bah, oui. Ah, il y a une vraie communauté, c'est ça qui aide aussi à apporter ce genre de jeu, c'est que c'est suivi par Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, ils arrivent à conserver l'identité visuelle du jeu un petit peu façon de Vincent Dutray. Je crois pas qu'il ait participé au plateau fan-made, mais... c'est marrant, donc il y a vraiment des passionnés qui... Ouais. Bah là, ce que je vois là, ça a l'air d'être un petit peu du... Voilà, par contre, là, c'est des... Ouais, après, peut-être qu'il fait ses essais ou il fait ses propres trucs. On peut être créatif sans être forcément un artiste, et ça se trouve, il se fait ses circuits, je sais pas. En tout cas, c'est marrant que le jeu permette ça, je trouve ça vraiment sympa. Pierre Henry, il a mis la blinde de photos, quoi. Ah oui, on part vraiment de zéro, d'accord. Ah oui, là, c'est vraiment le prototype, mais c'est gros fan pour faire ça. Mais ça se retrouvait déjà un tout petit peu dans Flamme Rouge, dans le sens où les pièces qui composaient ton circuit sur Flamme Rouge, c'était des puzzles, en fait. Tu les imbriquais les unes dans les autres, et tu avais une petite appli assistant compagnon, disons, qui te permettait de créer tes propres circuits en alignant différentes pièces, etc. Donc c'était plutôt cool dans ce sens-là. Et ça, tu peux pas le faire, par contre, sur Heat, mais tu peux le faire de manière différente. Ouais, un petit peu détourné, ouais. Ok. Toujours très joli. Le seul regret qu'on a avec Xavier, qu'on a mentionné d'ailleurs récemment en vidéo, c'est qu'on aimerait bien y jouer à plus de joueurs, parce qu'en fait, le système des légendes, comme ils appellent ça, que tu vois en haut à gauche de l'image que tu as ici, c'est en fait les IA qui contrôlent les autres voitures. C'est vraiment très très cool, c'est très efficace, c'est très simple à gérer, mais tu retrouves jamais la tension que tu aurais si tu jouais vraiment à 6 joueurs humains, ça c'est évident. Évidemment.
Xavier comme moi, on n'était pas spécialement intéressé par le cyclisme de Flamme Rouge ou par la F1 de Heat. C'est vraiment pas des thématiques qui m'attirent outre mesure, et pourtant on s'est vraiment laissé prendre au jeu, c'est le cas de le dire, et on aime beaucoup les deux. Donc vraiment à conseiller, même pour ceux qui sont a priori pas très intéressés par la thématique. Ensuite, comme deuxième jeu, je vais parler d'un vieux jeu qui a 10 ans cette fois-ci. Il s'agit de Shakespeare. Alors, Shakespeare, le personnage en lui-même, est un peu plus vieux qu'il y a 10 ans, bien évidemment. Mais il y a un jeu qui est sorti d'un éditeur français, donc Istari, qui, si mes souvenirs sont bons, n'existe plus. Si mes souvenirs sont bons. Ah ouais. Et en fait, ça faisait partie de ces Grail Games, comme on appelle dans la langue justement de Shakespeare, à savoir ces jeux que tu pourchasses depuis fort fort longtemps en espérant un jour pouvoir les essayer. Il est passé sur un site d'occasion au Japon. Je me suis dit pourquoi pas, on essaye. Et donc on a testé récemment avec Xavier Shakespeare, donc il y a maintenant 10 ans, mais qui n'est plus réalité, je crois, notamment parce que Istari a mis la clé sous la porte, si mes souvenirs sont bons. Hein. Et alors j'ai trouvé l'expérience agréable, c'est un jeu comme toi et moi on les aime bien, tu sais, un jeu initié, mais pas trop long, pas si complexe que ça non plus en réalité, ce qui en fait un jeu très facile à sortir, avec une DA qui est relativement dans le fond. Ouais. Le matos est relativement... il est 2015, quoi. Dans son jus, un petit peu. Oui. C'est marrant, comme le temps paraît... les années paraissent plus longues, on a l'impression que c'est le Moyen-Âge, quasiment, 2015, dans le jeu de société. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai dit à la fin de la partie avec Xavier. Je pense que le jeu a un petit peu mal vieilli, entre guillemets. Il y a des jeux qui vieillissent plus ou moins bien. Je trouve que celui-ci, visuellement, a un petit peu accusé le coup. Mais ça restait agréable. Ceci étant dit, il a la réputation d'être bien meilleur avec son extension qui est a priori quasi introuvable actuellement. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas, et j'aimerais bien l'avoir pour confirmer éventuellement. Mais cette première expérience était assez sympa. C'est un jeu qui n'est pas diablement thématique, mais juste tu vas avoir 3 frises, là t'en vois 2 sur ton image, une jaune et une bleue. Tu vas essayer de les faire progresser, en fait c'est les différents actes de ta pièce. Tu vas engager plein de staff, donc des joailliers, des costumiers, des scénaristes, des acteurs, ce genre de choses-là. Et chacun ont leurs propres actions que tu vas pouvoir défoncer. Mais tu as genre 5 disques, si mes souvenirs sont bons, qui sont des disques d'action. Et tu as parfois 7, 8, 9 personnages au fur et à mesure que tu en recrutes. Donc tu ne pourras pas forcément utiliser tout le monde. Et si tu en utilises un, il y a de très très fortes chances qu'au prochain tour, il ne soit pas utilisable parce qu'il doit se reposer, par exemple. Et donc, il y a un petit carillon à gérer. Gestion de ce point de vue-là, ouais, on peut y trouver une similitude, effectivement. Ouais. Mais c'est plutôt malin, ça marche bien, ça se prend en main très facilement, c'est très agréable. Après, bon, encore une fois, je pense que certainement le jeu a un poil vieilli, mais d'un autre côté, tu sais, t'as certains jeux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui sont ce qu'on appelle parfois en anglais des evergreen, donc des jeux qui vieillissent pas pour le coup. Donc je sais pas exactement mettre le doigt sur ce qui m'a semblé un tout petit peu peut-être daté au-delà de l'aspect purement visuel. Peut-être que l'extension ferait que il serait beaucoup plus agréable. J'ai trouvé ça sympa, mais pas forcément un indispensable, quoi. Ouais, ok. Et du coup, ça c'était un petit peu vidéo. Et maintenant, on va revenir en 2025, 10 ans après Shakespeare, pour une thématique radicalement différente. C'est un jeu qui nous est parvenu il y a peu de temps et qu'on avait hâte de tester. On avait celui-ci, pour le coup, il n'aura pas le temps de rejoindre la pile de la honte, puisqu'il s'agit de Wrath, qu'on a mentionné assez récemment. Et d'ailleurs, dans la vidéo des pledges de l'année dernière, qu'on a enfin publié il y a de ça 3 semaines, qui marche très bien d'ailleurs, et ben, on l'avait mentionné, et tu avais émis quelques regrets de ne pas l'avoir backé. Donc je me devais de te parler un petit peu de cette première partie, même de ces 2 premières parties qu'on a faites avec Xavier. Alors donc, pour ceux qui l'ignoreraient, Wrath, c'est un jeu de contrôle de territoire, avec des factions asymétriques, réalisé par CTG, donc Chip Theory Games. D'ailleurs, ça se voit au niveau du matos, hein. Il y a du néoprène dans tous les sens, des petits jetons de poker, mais qui se font beaucoup plus discrets là pour le coup. Avec un design visuellement très flashy, on le voit. D'ailleurs, c'était un des arguments de vente et un des arguments qui faisait que les gens pouvaient aussi avoir une réaction de rejet viscéral vis-à-vis du jeu, parce que vraiment, il a un parti pris visuel particulièrement marqué. On notera qu'il y a certains joueurs qui gardent des petits sachets, hein. Je vois qu'ils sont là, donc le mec est en train de jouer, il a gardé ses sachets. Peut-être qu'il pense que c'est des rince-doigts.
Non, c'est les petits sachets tu sais, qui contiennent, je sais plus si c'est du sel ou quoi que ce soit pour l'humidité, quoi. Oui, je sais bien, ouais. Mm. Peut-être que lui, il pense que c'est autre chose, qu'il les garde visiblement, même en cours de partie, en disant, mais là, ils sont pas dans les règles, ils sont pas dans le matériel, je comprends pas. Non, mais la photo, ça fait bien, effectivement, ça rend bien. Hein. Ouais, vas-y, je t'interromps plus. À noter aussi que c'est un jeu donc, de Chip Theory Games dont l'auteur, cette fois-ci, est Manny Tremblay, donc qui n'est autre que l'auteur, enfin un des deux co-auteurs de Dice Throne, entre autres. Et donc, on y retrouve aussi sa patte visuelle au niveau des personnages, c'est assez évident d'ailleurs que ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, c'est un jeu de contrôle de territoire qui se veut relativement simple pour des Chip Theory Games. On est habitué à des jeux assez massifs, avec beaucoup de règles, beaucoup de mots-clés à mémoriser, etc. On sait que depuis 2-3 ans, ils se sont un tout petit peu, comment dirais-je, réorientés avec un catalogue un petit peu plus large, avec également des jeux un peu plus simples, un peu plus accessibles. Wrath rentre plutôt dans cette catégorie. Je pense qu'on va tourner aux alentours d'un 3 sur 5 à l'échelle BGG, approximativement, je pense. J'ai pas checké entre temps. Mais donc, premières impressions, ma foi, c'était plutôt très sympa. Faut savoir que chaque faction donc, est hautement asymétrique. Alors, on a chacun les petites unités que tu vois, les petites miniatures là, de chaque couleur, qui sont identiques, quelle que soit la faction. Par contre, on a chacun aussi 2-3 types d'unités qui sont directement sur notre tapis représentées par des dés, qui elles sont hautement asymétriques, et parfois aussi une sorte de pouvoir passif que tu peux activer via l'obtention d'une ressource, les petits diamants verts là, le Korra comme on appelle ça. Et c'est ces unités spéciales et l'utilisation de ce fameux Korra qui va potentiellement beaucoup impacter la partie, mais également à côté de chacun des deux plateaux, tu vois une petite carte. Et cette carte-là, tu en as 3 en fait pour chaque faction. Tu choisis celle des 3 que tu veux utiliser pour la partie que tu t'apprêtes à débuter. Et ces 3 cartes-là, en fait, elles vont te donner accès à généralement des actions que tu ne peux faire soit qu'une seule fois dans la partie, une fois et après tu retournes la carte et c'est fini, ou alors un truc continu dans le temps qui est espacé sur toute la partie, mais qui est un petit peu moins, un peu plus puissant, on va dire. Et donc là, par exemple, tu as le Ram Run que tu vois ici. Ces petites actions-là, tu ne peux donc généralement ne les faire qu'une seule fois dans toute la partie. Par contre, quand tu les sors, c'est un move assez conséquent, quoi. Ça peut changer radicalement le cours de la partie. Et du coup, ça peut être assez jouissif et assez frustrant pour l'adversaire également, du coup. Donc ça, c'est un truc à voir en termes de profil de groupe, profil de joueur. Est-ce que ça peut vous convenir ou pas? Parce que c'est vrai que ça peut vraiment totalement retourner la partie. À prendre avec des pincettes, ceci dit, puisque, encore une fois, Xavier et moi, pour l'instant, on a eu l'occasion d'y jouer qu'à 2 joueurs, et on sait que les jeux de contrôle de territoire, c'est généralement pas la configuration idéale, mais malgré tout, on a trouvé ça plutôt très agréable. J'ai hâte de tester encore les autres factions aussi, parce que pour l'instant, moi-même, je n'ai testé que 2, Xavier également. Il y a aussi un mode coop qu'on peut tester. Je sais que c'est pas encore fait pour l'instant. Mais ouais, pour l'instant, je ne demande qu'à retenter, à approfondir l'expérience avec d'autres factions, etc., de voir comment ça marche. J'aime bien le côté action unique un petit peu pété, mais pété pour tout le monde, donc du coup, ça reste plus ou moins acceptable, tu vois. Et ouais, non, c'est un jeu assez atypique, assez unique en son genre, mais que ouais, j'aime bien, malgré tout. Ok. Oui, c'est toujours à double tranchant hein, d'avoir une action très puissante comme ça. Si tu l'utilises pas au bon moment ou si tu la rentabilises pas assez, bah tu perds ton avantage. C'est puissant tant que tu t'en es pas servi en fait. Et puis après, bah, selon le timing, ça peut... C'est vrai qu'il y a un aspect un peu bluff, quand est-ce qu'il va l'utiliser. Ouais, c'est ça. Tu peux potentiellement aussi faire quelques actions pour faire penser à ton adversaire que tu vas l'utiliser au prochain tour et finalement pas forcément, etc. Donc oui, il y a forcément cet aspect de bluff qui est assez intéressant aussi. Mais il y aura forcément assez rapidement sur BG, je pense, des forums sur ce mouvement-là. Il est OP, c'est overpowered, il est beaucoup trop puissant, c'est mal équilibré, etc. Mais en réalité, comme toutes ces cartes-là sont généralement plutôt justement overpowered, je sais pas si c'est vraiment un reproche qu'on peut tellement lui faire. Faudra voir sur le long terme avec les différentes parties quelles factions sont plus ou moins avantagées. Je pense qu'il y aura peut-être des match-ups qui seront plus ou moins potentiellement à la faveur de telle ou telle faction, tu vois. Oui, je pense que de toute façon, CTG déjà a une grosse fanbase et en plus, c'est plutôt généralement des joueurs énervés, voire même plus que nous. Ouais. Donc, tu auras une méta qui va émerger, c'est certain. Et puis, oui, c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs.
Parce que pour le commun des mortels, finalement, la méta et les match-up pétés, ça n'a aucun impact. C'est comme dans les jeux vidéo, dans ce que tu veux. Ça n'est pété qu'à très très haut niveau et à un niveau normal, ça ne change pas grand-chose. Bon, écoute, je passe vite fait sur mes quelques actus à moi. Avec la première qui est que Nar is coming. Et ça, c'est la bonne nouvelle ou la future bonne nouvelle du jour, du mois. En tout cas, du mois, ouais. C'est qu'on a reçu des news de ce Nova Etas Renaissance qui, pour rappel, est mon jeu de l'année 2023. Pourquoi j'ai commencé ça en milieu de page, je n'en sais rien. Donc c'est un jeu d'aventure narratif, très de jeune crawler avec beaucoup de matos et tout, mais la particularité c'est que ce sont des campagnes plutôt courtes, de 5 à 7 scénarios on va dire, qui sont relativement courts eux-mêmes, une grosseur, et que ça va être très 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 embranché, c'est-à-dire que tu auras plusieurs fins possibles à chaque campagne, donc c'est des campagnes qui par essence sont rejouables avec beaucoup de choix dedans, de choses à trouver que tu ne trouveras pas forcément parce que tu as des limites de temps avec une horloge. Bref, c'est du gros jeu de brouette 2D avec un vrai quand même aspect stratégique parce que l'IA est pas censée être intelligente, elle est plutôt vicieuse, elle est très mathématique quelque part et un tout petit peu comme un jeu d'échecs, il faut quand même anticiper tes mouvements par rapport à ce que va faire l'IA. Il suffit pas juste de faire plein de 6 avec les dés pour s'en sortir, donc c'est un jeu qui quand même est pas forcément évident, c'est pas un jeu qui est bête. Bref, en tout cas c'est un jeu que j'aimais beaucoup et Ludus Magnus avait séparé en deux, comme le fait Wochenheims par exemple, la livraison de ce fameux Nova Etas Renaissance, donc ce remake de ce jeu de 2015. Et on apprend donc d'ici quelques jours, au moment où on enregistre cette vidéo, d'ici une semaine, le Pledge Manager va fermer, ce qui veut dire que là, ça y est, c'est parti. A priori, tous les moules et tout sont prêts. Ce qui est donc une très bonne nouvelle, puisque Ludus Magnus, qui est un éditeur italien que vous savez, j'aime beaucoup, a tendance à inquiéter un petit peu, surtout à l'aune de ce naufrage de Mythic Games, parce qu'ils ont quand même un gros backlog. Ça va un petit peu mieux parce qu'ils ont livré Runar, qui est un de leurs jeux en souffrance le plus ancien. En plus, il est excellent. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast et j'en reparlerai peut-être encore en fin d'année. Donc, c'est un très très bon jeu. Il a été livré et bien livré. Celui-ci, s'il arrive, on se dégage quand même de la partie la plus ancienne du backlog de Ludus Magnus et on peut se tourner à nouveau vers l'avenir, c'est-à-dire des campagnes assez récentes que j'avais pu courir et que j'attends énormément, comme Requiem pour un de ceux de 2024 que j'attends le plus. Voilà, donc, pour l'instant, pas plus de news que juste le Pledge Manager va fermer, sachant que ça fait partie, et je vais en parler aussi pour le prochain jeu, des jeux sur lesquels, à un moment, je me suis dit, j'arrête de le poncer parce que je veux pouvoir en profiter avec le contenu de la vague 2. Je crois que je l'avais là-dessus. Je sais plus si je l'avais là-dessus. Non, je crois que c'est sur un autre onglet. Ça n'a rien à faire là. Je crois que c'est là. En gros, il y a quand même des trucs. Alors, il y a le siège de Rome, qui est une extension à part, un standalone, qui me paraît très, très exciting. Il y avait aussi le Vésuve, sur lequel je ne sais pas grand-chose, mais ça parle d'une compagnie de mercenaires. Et donc, alors ça, c'est les deux campagnes à part rajoutées au contenu narratif de base. Et il y a aussi après énormément d'autres petits modules qui se greffent et qu'on ajoute ou qu'on retire pour en faire une espèce de monde assez vivant. Vous avez des pioches d'événements, de machins et tout. Et chaque extension, chaque module que vous recevez, vous pouvez rajouter les cartes au paquet en cours. Et ça enrichit le monde pour chaque aventure que vous ferez, que ce soit la core box ou une extension. Voilà, very hyped pour ça. Je suis très très hypé pour ça. Parce que c'est un jeu dans lequel j'ai hâte de me replonger. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand tu rigoles et que je sais pas pourquoi. Mais j'imagine que c'est... tu fais Nelson Montfort sur tes propres propos. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça me prend comme ça. Je me dis, je vais faire comme Kevin, mais sans l'accent, et forcément, ça marche moins bien. Voilà, donc ça, c'est les boîtes de l'extension. Alors, je crois que j'ai dit une demi-bêtise dans le sens où dans cette vague 2, il y a plus de scénarios standalone que de contenu rajouté au monde en général, ce qui était plus le cas de la vague 1. Malgré tout, je sais qu'il y aura des choses à rajouter. Et de toute façon, voilà, la campagne, le siège de Rome, c'est le truc qui m'avait le plus intéressé. Donc, on attend ça avec impatience. Et le savais-tu, Kevin, ce mois-ci, nous avions la journée mondiale de la mendicité, puisque j'ai pu mendier comme à la grande époque de 2020, aller auprès des éditeurs pour aller mendier des jeux. J'ai fait ça parce que ça arrive encore, malgré le fait qu'il m'arrive d'être débordé, surtout en septembre, il y a des trucs que vraiment, je voulais tester. Et entre autres, il y avait toutes les extensions d'Earthbound Rangers. Donc je me suis retourné vers Intrafin en leur disant où est-ce qu'on en est. Le problème, on va pas refaire le pitch ici parce que c'est pareil, c'est un truc dont on a parlé souvent. Earthbound Rangers, c'est créé par Earthbound Games. Il y a des anciens de CTG, il y a des anciens de Fantasy Flight, je crois. Bref, des gens très talentueux. Le problème, c'est qu'ils ont... Alors, je sais pas si c'est un problème d'ego, mais ils sont plus intéressés par le fait de parler d'eux en permanence que d'être clairs dans le jeu qu'ils développent. Donc, ils ont des podcasts, ils ont des trucs, ils ont
ils ont tout ce que tu veux, mais par contre, c'est assez difficile de suivre leur sortie, leur plan. Le premier jeu qui était donc sorti, qui a été en campagne, je crois, il y a 3 ans, en fait, dans le pledge, et ça, je vais pas dire que personne n'avait compris, moi je l'avais pas compris, dans le pledge, il y avait une extension qui n'était pas encore prête et qui arrivait en fait cette année. Donc, je pledgeais un peu à crédit, et voilà, après ils ont refait une saison 2, et je pensais que c'était pour ce truc de la saison 1, en fait, il y avait aussi d'autres trucs, et personne ne comprend rien, en tout cas pas moi, je vais pas dire personne. C'est un jeu, j'ai dit à une époque que c'était le meilleur jeu de l'univers, de façon un petit peu ironique, mais c'était le titre de ma vidéo, à laquelle je vous renvoie. Un jeu avec un monde très très vivant, tout à base de cartes. Donc j'ai reçu l'intégralité de ce qui existe aujourd'hui. Et je suis assez content parce que j'avais un petit peu revu ce jeu-là, je ne vais pas dire en bouchant le nez, mais à reculant, en me disant je veux surtout pas trop en voir parce que je veux attendre ce qui était déjà annoncé comme des extensions des modules pour en profiter dans sa globalité. Parce que là, par contre, tout ce qui a été rajouté à Earthbound Ranger se greffe à une campagne, pas dire de base, mais il n'existe qu'une campagne en fait. Et dedans, tu mets plus ou moins de choses. Donc il y a Legacy of the Ancestors. Alors ça, je crois que c'est ce pourquoi tu avais payé lors de la saison 1, mais qui arrivait que maintenant. Qui ajoute énormément de contenu et tout un nouveau monde un petit peu souterrain qu'on devine ici. Ensuite, a été rajouté, alors je ne sais pas si la page est longue, hein. A été rajouté de nouveaux événements à rajouter dans chaque biome, donc de nouvelles choses qui peuvent se passer dans chaque biome, et une troisième aventure. Il y a 3 boîtes en fait. Donc j'ai mis un temps fou à sliver tout ça, parce que comme c'est bio, c'est pas fait pour être slivé, les cartes ne glissent pas dans les sleeves, c'est horrible. Mais je remercie donc Intrafin de m'avoir envoyé tout ça. Donc Moments of the Past qui est de nouveaux petits événements qui vont un petit peu creuser le truc. Cette nouvelle aventure qui contient également une nouvelle spécialité, une nouvelle classe à développer. Et puis donc ça qui avait été finalement backé indirectement lors de la première campagne et qui offre un tout nouveau monde. Donc là vraiment qui étend la campagne. J'imagine que si vous avez déjà fini plusieurs fois la campagne de base, vous allez être déçu de devoir quand même repartir du début de cette campagne de base pour aller explorer ce nouveau monde. Malgré tout, voilà, j'ai pas eu le temps d'y jouer évidemment. J'ai pris 3 jours à le sliver. C'est très bio, mais ça a aussi l'air très bien. C'est toujours un petit peu traduit là-bas comme je te pousse, c'est-à-dire que le traducteur daignera jamais dans ton glossaire mettre les mots dans l'ordre alphabétique en français, il laissera dans l'ordre qui ont été mis en anglais. Des trucs que je trouve assez mesquins, mais je ne vais pas revenir sur ce sujet de la traduction. Il semblerait que le reste quand même soit assez sérieux. En tout cas, j'ai rien vu de très choquant, il n'y a même pas vraiment de errata pour le moment, ce qui est bon signe. J'accélère un petit peu, mendicité toujours. Je me suis retourné, souvenez-vous, je m'étais auto-hypé, voire même un petit peu chauffé tout seul sur Threshold, et je suis revenu vers les gars d'Open Home. J'ai retrouvé une vieille adresse mail de l'époque où j'avais couvert la première campagne de Miss Wind sur TTS, truc de gitan, tu sais, je l'avais fait pour rien du tout à l'époque, c'était moi qui mendiais pour revue des jeux. Et ils ont dit ok, bon alors évidemment j'arrive un petit peu après la bataille, c'est un jeu c'est une campagne qui va se lancer à la fin du mois d'octobre. Ils m'ont trouvé un slot. Je devrais recevoir un prototype dans quel état, je ne sais pas. Peut-être, je crois que c'est 3 jours avant le lancement. Donc oui, c'est pas fou. Ceci dit, ça me permettra de m'en faire une idée le plus vite possible. Je pense que je vais me jeter dessus dès qu'il va arriver, s'il arrive bien 3 jours avant. Et j'essaierai d'en parler vite fait pendant la campagne, tu vois. Mais le truc c'était que comme tous les jeux Open World, j'étais hyper hypé par la proposition de MMO Monde Ouvert et compagnie. Et en même temps, Open World fait parfois des jeux que je trouve un petit peu contre-productifs, pas toujours très intéressants mécaniquement. Ceci dit, ouais, je vais juste revenir là-dessus. Je sais pas si tu as vu, je pense pas. J'avais été en fait assez hypé, enfin re-hypé par leur dernier update où le mec te parle de ses références. Il va te parler de Tainted Grail, il va te parler de Elder Scrolls, de CTG. Il va te dire pourquoi il s'inspire de ça, moins ça, sans dire que les jeux sont bien ou pas bien sûr. Hein. Et dire voilà, ma vision, c'est pas tant ça, c'est plutôt ça. Et je me suis dit, ok, donc le mec a quand même une culture de ces jeux-là, ces jeux à monde ouvert. Il réfléchit sur tout ça. Et ça m'a un petit peu rassuré, si tu veux, vis-à-vis du développement de ce Threshold. Donc, j'espère donc vous parler assez rapidement. Sûrement en cours de campagne, je ne ferai pas forcément mieux. Voilà pour moi, mon camarade. Je me rappelle que tu en avais parlé effectivement lors de notre vidéo avec Noah. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est si vieux que ça que j'en avais parlé. Je crois que c'était la dernière fois, tu vois. Bah, peut-être les deux, mais il me semble que c'était plutôt avec Noah, parce que ça fait partie des jeux que tu attendais le plus pour la fin d'année. Quand on avait fait notre petit top 3 chacun. Ouais. Alors l'avantage, c'est que, c'est un petit peu égoïste, hein, je vous le dis, je ne devrais pas vous le dire, mais on est entre nous. Ça me permet au moins de pas... Je pense que je l'aurais backé à l'aveugle. Ça me permettra égoïstement de voir si je le back pour une bonne raison ou pas. Et j'essaierai bien sûr aussi de faire profiter tout le monde. Hein, mais le problème, ça va être le timing. Soit on a un enregistrement de podcast à ce moment-là, ça me permet de glisser dans le flow et que ça passe plus vite. Si je dois tourner une vidéo dédiée, forcément tout de suite ça devient un petit peu plus long. D'autant que, je sais plus, j'ai un autre truc, je crois en octobre. J'ai quelques trucs en octobre déjà. Et
Et voilà. Mais ouais, voilà, c'est vraiment cet update-là, ce Dev Diary, il m'a donné confiance dans ce jeu-là, un petit peu plus confiance. Et même si voilà, j'étais pas complètement 100% convaincu parce que j'ai vu Mistwind, même si Ruin Saga m'a fait plus peur qu'autre chose et que j'ai pas pris, c'est pas un mauvais dev non plus. Et il y a des gens qui l'adorent, donc il y a aussi une notion de goût perso. Et peut-être que certains trucs sont pas à mon goût. Toi-même d'ailleurs, tu as eu du mal à en dire trop de mal. Hein, donc, euh, donc voilà. Et c'est dommage que Xavier soit mal. Personnellement, j'ai jamais vraiment joué à aucun de leurs jeux. Donc, Même Mistwind, t'avais pas testé Mistwind avec Xavier? Non, il avait joué tout seul? Non. Ok. Il avait joué avec un autre collègue à nous, mais pas avec moi. Ok. Ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas été là, il aurait pu me donner son insight là-dessus, même si je pense que ce côté monde ouvert à la World of Warcraft, même dans le thème, ça l'inspire peut-être moins, je pense. C'est en transition première des grands segments que vous attendez tous. L'œil de Kevin. Alors, t'as pas trouvé mieux que ça comme nom? Non, mais c'est Warcraft. Non, mais ça n'avait pas l'air emballé par ça, la dernière fois, par ce nom-là. Je me suis dit, est-ce que peut-être t'as cherché avec cette GPT là Non, c'est-à-dire que la présence de mon nom à l'intérieur, ça fait un petit peu pompeux, un petit peu prétentieux, du coup, c'est ça qui me dérange. Je sais. Parce que figurez-vous que Kevin a une chaîne, tout le monde le sait, hein, les Ludovores, exceptionnelle, une chaîne avec une personne narcoleptique. Ils font un duo du tonnerre. Et donc, voilà, ça s'appelle les Ludovores. Allez voir, bien sûr. Et chez les Ludovores, on va avoir un menu crowdfunding toutes les semaines avec tout ce qui sort. C'est un travail de fou. C'est ce monsieur-là là, qui fait ça, ce Kevin-là. Et puis, dans le podcast, quand il vient à la maison, il me donne les 2-3 jeux à chaque fois qui lui l'ont plus marqué que les autres et sur lesquels il voudrait aller un petit peu plus loin. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec... Ah, attends! Big news, tu vas être content, parce que je crois que t'es pas au courant. Suite à un pari avec Anto, qu'on salue, qu'on embrasse, qu'on aime, le fameux Anto, j'ai backé le vin rouge. C'était une espèce de pari. Ouais. Ah, il te l'a dit, mince, ok. Donc j'ai perdu l'onglet, j'avais fait l'onglet, bon tant pis. Donc il l'a backé, j'ai dit si tu le back, je le back. Et voilà, donc on a backé le vent rouge. Ils n'ont pas annulé leur financement. Pour ceux qui regardent et qui se demandent ce que c'est un jeu que j'avais mentionné justement dans le regard de Kevin lors du dernier podcast. Ouais. Comme un jeu à checker qui a galéré un tout petit peu sur son financement, même s'il avait financé, qui a dû faire un truc genre 150, 200 backers, quelque chose comme ça, je pense. Je sais plus, attends, je le ressors à l'as parce que j'ai perdu l'onglet. Ils ont fait... Et ils ont fait. Mais il est où? 140. Ah non, ça c'est le vieux, ça, non? Ah oui, ok, parce que là je vois 10 000. Non, c'est... Ah oui, si, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ouais, si, c'est celui-là. 146, ouais. Donc voilà, sur les 146, il y en a 2 qui sont nous. Donc voilà, il est là en full game. Alors j'ai pas pris la version Ultra Collector, évidemment. Bien sûr. Mais pas contre ce jeu-là, hein, c'est quelque chose que je fais plus. Et encore moins quand j'ai un petit doute quand même sur... Parce que 10 000 balles, c'est pas énorme. 150 boîtes, c'est pas non plus énorme pour faire des économies d'échelle. Je me suis dit, allez, j'y vais. Ils en produiront 1000, hein. Ils en produiront pas. Ouais. Je pensais qu'il annulerait maintenant. Ouais. Mais ils ont pas voulu lâcher. J'ai pensé aussi, mais non, ils sont allés jusqu'au bout et c'est tout à leur honneur. Pour être honnête, je pensais pas non plus. Ouais. Donc, the loot is ours. Voilà, ok, ça veut dire on part avec l'argent, j'ai l'impression. C'est vrai que pour un voleur, ça pourrait quand même... ouais. Parce que j'ai un... Thématiquement, ça ferait sens. Thématiquement, c'est pas bon. Parce qu'il y a un jeu comme ça, un petit jeu que j'avais backé en mode, tu sais, pledge de soutien à la Anto, là. J'ai plus le nom comme d'habitude, hein, j'oublie les noms. Un petit jeu à 30 balles, tu vois. Et finalement, il est toujours pas été livré 3-4 ans après. Je crois que le mec est parti avec la caisse. C'est pas toujours ce que tu penserais, en fait, tu vois. Mais celui-là, comme il est super beau, j'espère que moi, je le trouve super beau, en tout cas, et super dans mes tons et dans les thèmes que j'aime. J'espère que son développement se passera bien et qu'il arrivera bientôt. Voilà, pour la petite parenthèse, je te rends le micro. L'objectif maintenant, à chaque fois, ce sera de te faire backer un des 3 jeux mentionnés, du coup. Ouais, alors là, vu ce que tu m'as montré, c'est moins garanti. Parce que je sais déjà. Le premier... Ouais, bien sûr, il connaît déjà les onglets, lui. Il a tout préparé, bien évidemment. Le premier 3, c'est un jeu que j'ai présenté il y a une ou 2 semaines, je crois. C'est The Game Makers, le nouveau projet de Bézier Games, donc un éditeur assez connu et reconnu, en collaboration directe avec Panda, l'une des usines de production de jeux de société les plus célèbres de Chine et donc du monde. C'est parmi les plus chers, mais aussi parmi celles qui proposent le matos le plus classe en général. Et du coup,
The Game Makers, c'est un jeu hyper méta. Alors c'est méta au possible. En fait, on vous propose de faire des jeux. Vous avez votre propre usine de fabrication de jeux, et donc dans ce jeu vous trouverez plein de jeux, voilà, plus de 300 jeux qui sont tous répertoriés sur BGG, hein. C'est des vrais jeux, on y trouvera des trucs comme Wingspan, comme Brass, comme Terraforming Mars, etc., et vous allez devoir remplir votre petite galaxie. C'est un jeu, on dirait, medium heavy, on va dire, hein, initié plus, qui est l'œuvre du créateur de À la recherche de la planète X, de Fromage, ce genre de choses-là. Donc un groupe même assez reconnu. Ah ouais, si. Ok, d'accord. Je sais plus comment il s'appelle, Ben Bassett ou autre comme ça, je sais plus. Le nom m'échappe aussi, mais c'est marrant. Du coup, j'ai joué à pas mal de ces jeux. Ouais, puis pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ces jeux. J'en ai backé un il y a quelques temps, mais pour l'instant, ça reste un secret, on va dire. Mais j'ai toujours eu envie de tester parce qu'il avait pas mal de jeux avec des thématiques assez originales. Et pour le coup, même si c'est hyper méta, que ça parlera fondamentalement, essentiellement aux joueurs de jeux de plateau, ça reste assez original malgré tout de vous proposer de vous mettre aux commandes d'une usine de fabrication de jeux. Donc oui, j'aime bien la proposition, parce que ça peut se jouer de 1 à 6 joueurs, mais en simultané. Donc même à 6 joueurs, apparemment, ça respecte les 90 minutes. Donc c'est assez intriguant de ce point de vue-là aussi. Avec un côté un petit peu tactile, rigolo. Est-ce que c'est pas, moi c'est ce que ça m'a inspiré là, mais ça fait penser à une version plus tactile, plus plastifié de Tabletop Inc., non? Parce que c'était leur idée aussi, finalement, de te proposer d'être un éditeur, peut-être plus dans le côté développement que le côté fabrication, mais il y avait déjà ça quelque part. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est... Ouais, clairement, c'est vrai, effectivement. Comment il s'appelle? Ils ont changé de nom en plus, il est imprononçable en nom. Code machin, game, ça? Un couple d'anglais. Mais si, arrête, me fais pas ça. Qui avait fait la version 75 et ouais, voilà. Et donc, ils avaient lancé un jeu qui était beaucoup plus euro visiblement, et où par contre ils avaient pris le parti de parodier des titres de jeux et des boîtes de jeux, ce qui était marrant aussi. Là, on n'est plus sur du réalisme avec Panda et tout, mais il y a ce même côté de voilà ta petite calaxe et tout. Je pense pas que ce soit le même jeu du tout, pour autant je dis pas qu'il y a plagiat du tout. Là encore une fois c'est l'air beaucoup plus tactile et moins peut-être head scratcher, moins brûle neurone. Mais pourquoi pas? Alors ça a l'air petite plastique, ça fait beaucoup d'argent, tant mieux. Ouais. Mais ce sera encombrant, je pense. Voilà, c'est en collaboration directe et affichée avec Panda, donc pour le coup, ils ont mis les bouchées doubles sur la qualité de production, ça semble assez évident. Du coup, c'est assez cher, hein, vous le voyez sur le Completionist Pledge que l'on voit à droite, là, $199. Bon, ça commence à faire assez cher. Même s'il y a des petits booster packs qui vous permettent de monter la quantité de jeux à l'intérieur du jeu proposé jusqu'à 400, quelque chose comme ça. Et par contre, il y a un petit truc assez marrant aussi, c'est le mécanisme de départage des égalités en fin de partie. Alors c'est ridicule parce que ça n'arrivera quasiment jamais. On va sur des jeux comme ça qui font dépasser les 100 points, c'est très très rare d'être ex-aequo, genre 103 par exemple, mais si jamais ça arrive, ils ont développé une sorte de petite application, tu prends une photo de ta galaxie finale, là, celle-là, et en fait c'est celui qui a le jeu le mieux placé dans le classement actuel, toujours mis à jour, de BGG, qui l'emporte. Du coup c'est assez drôle. Voilà. Ça vaut pas grand-chose, ça n'arrivera quasiment jamais, mais voilà. On pourrait faire un débat sur est-ce que c'est pas le premier placement de produit dans un jeu de société à grande échelle, tu vois, et est-ce que ça n'augure pas aussi quelque chose, parce que malgré tout tu as le partenariat avec tous les éditeurs, et je sais pas, les éditeurs ils sont même bien contents d'être là. Bah non, mais après je vais pas avoir le mal partout, mais tu vois, Tabletop ils ont pris le parti plutôt de parodier ces trucs là, et ça gâche pas le plaisir, au contraire c'est marrant de reconnaître les jeux avec les petites parodies qui sont faites. Oui, c'est vrai. Bon, après oui, non. Non, j'y vois pas. C'est pas que c'est un scandale, hein. Mais... placement de produit. Ça reste un gigantesque placement de produit, factuellement. Ouais, on peut voir ça comme ça, effectivement, mais je pense que c'est plus un jeu de connoisseur pour connoisseur. Tu vois? Ouais. Très bien. Mais, ceci dit, je le mets un petit peu en avant parce que c'est assez intéressant comme proposition. Pour autant, je me vois de moins en moins le baquer au fur et à mesure que le temps passe. Pour la simple et bonne raison que c'est tellement méta qu'en dehors des gens dans ton groupe de joueurs qui adorent, qui se tiennent au courant de tout ce qui se fait, etc.,
ça va pas forcément intéresser grand monde. C'est genre tu joues avec des entre guillemets casus, tu sais, ça j'aime pas trop le terme, mais des gens qui n'aiment pas spécialement le jeu de société, qui aiment bien ça, mais sans forcément s'y intéresser beaucoup. Dans ta partie, tu fais ouais, j'ai fait Terraforming Mars. Je fais, ouais, mais c'est quoi? Je connais pas ton truc. En termes Ça d'évasion, leur parlera pas c'est, forcément. Tu vois. Et tu veux me dire un bout de bois géant à 20 balles, là, ça, c'est pas du placement de produit? 20 balles pour le logo c'est d'une voilà. entreprise, c'est pas du... Ouais, donc c'est une entreprise. C'est un logo d'entreprise que tu payes 20 $. Mais Panda ne te vend rien à toi. J'en peux plus de toi. J'en peux plus. Vas-y, passe. On peut pas discuter avec toi. C'est trop radical. C'est radicalement complaisant, je trouve. Non, mais je veux bien entendre l'argument sur le fait que ce soit du placement de produit, mais après, il y a tellement de jeux qui sont mis en avant qui sont pas forcément tellement mis en avant réellement, en réalité, je trouve. Et Panda, pour le coup, ils te vendent rien à toi. Ils vendent leurs services à des boîtes de jeux qui, elles, vont te vendre des jeux, mais ouais, ça... Je vois pas exactement qui va le prendre, d'ailleurs, le Panda géant, là. Bah, des gens Aucun comme intérêt. toi, là, qui voient le mal nulle part. Des Bah non, néolibéraux. je viens de te dire que je le prendrais vraiment pas. Le Panda géant, j'ai absolument aucun intérêt pour le coup. Ok. On verra. Enfin, je sais pas si on pourra savoir combien il y en a qui se sont vendus, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ouais, effectivement, je pense aussi. Mais ceci étant dit, un de ces jours, si j'ai l'occasion de le tester, ce sera avec grand plaisir. Alors, deuxième projet, c'est Robo Rescue, qu'on a abordé très récemment sur la chaîne avec Xavier pour une review. Et on a filmé très récemment aussi un let's play qui devrait voir le jour sur la chaîne dans les jours à venir, donc certainement qui sera déjà en ligne lorsque vous verrez cette vidéo. Robo Rescue, qui est un très joli petit jeu, un premier projet par Everland Studio, même si c'est affiché deuxième projet, en réalité c'est leur premier vrai projet. Il y avait Robo Rescue, je sais pas, c'est un jeu d'introduction, un petit jeu de cartes qui servait d'introduction à l'univers de Robo Rescue, mais en fait c'était plutôt un argument de vente pour celui-ci en réalité. Un jeu de Tu penses vraiment que c'était un teasing, vous on l'avait évoqué la dernière fois. Tu penses vraiment que c'était juste un teasing Ouais, pour toi? Ouais. Je pense, ouais. En plus, c'était un pay what you want, c'était vraiment donné quasiment. Donc, à mon avis, c'était vraiment plus un appel d'offres qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, un petit jeu de programmation vraiment efficace, dans lequel vous allez contrôler des petits robots sur Mars qui, grâce à leurs ingénieurs qui sont, eux, sur Terre, cherchent à retourner sur le plancher des vaches. Du coup, on va utiliser un set de cartes et de petits tokens extrêmement simples pour essayer de faire tout un tas d'actions, pour récupérer par exemple du carburant, pour récupérer de l'énergie, pour charger nos batteries, pour connecter, voilà, ici on le voit sur la vidéo, des petits câbles pour remettre le courant dans le vaisseau, sans les choses là. Et donc on va avoir à cœur de réparer 4 moteurs, sauf que tu as à peu près 6 moyens d'y arriver, plus ou moins ardues les uns les autres. C'est super efficace, l'ADA est absolument charmante, vraiment très mignonne, et c'est plutôt bien dans le ton, je trouve. Et ouais, c'est un jeu vraiment très efficace qu'on a pu jouer récemment à 3 également avec un autre ami, et c'était encore mieux finalement parce qu'il y avait beaucoup plus d'interactions, disons indirectes, on va dire, mais vraiment très efficace avec un set de règles plutôt accessible qui en fait un jeu vraiment facile à sortir. Et ouais, je pense que c'est une belle surprise. Est-ce que c'est un jeu que tu nous avais, je sais plus, tu avais teasé la dernière fois, c'est ça? C'est que tu l'avais pas encore, quand on en avait parlé la dernière fois? Il me semble qu'on l'avait pas encore testé à ce moment-là. Ouais. Okay. Bon. Donc tu confirmes les bonnes impressions que tu avais eues au départ, quoi. Ouais, clairement, c'est vraiment un jeu accessible, mais pour autant pas dénué d'intérêt, qui va quand même te faire bien réfléchir, il y a moyen d'aller bloquer un petit peu tes adversaires sur des actions, c'est vraiment très cool, et tout en restant vraiment très très simple à prendre en main. Donc ouais, j'aime beaucoup, notamment juste au-dessus là, les petites cartes que tu viens de passer, les petites cartes de compétences, les ability cards, qui sont vraiment très très cool à utiliser aussi. À obtenir, c'est très très cher, il va falloir un petit sacrifice, mais c'est vraiment super intéressant, super efficace. Donc ouais, vraiment un bon conseil à donner à des gens qui seraient intéressés par ce type de jeu de programmation qui sont finalement pas si fréquents que ça en plus. Donc ouais, une belle pioche pour le coup. Ouais, c'est un jeu que je pourrais aimer, ça, je pense. C'est bien, t'as pas de logo, toi. Ah non, c'est pas un logo, c'est là le logo. Okay. Kevin from the Lord of Wars. Ok. Oh la vache. T'es en tête de gondole, là, quasiment, ouais. Alors, numéro 3. Bah oui, mes blagues, elles tombent à l'eau, puisqu'on a 3 quarts d'heure de latence aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, hein. Ouais, ça va. C'est encore un coup des Russes. Du coup, le dernier projet, il vient de se lancer pour le coup. On enregistre le 21 septembre, à savoir que c'est le jour de la publication du menu crowdfunding de cette semaine.
Et du coup, c'est un jeu dont je viens de parler dans le menu crowdfunding qui sort aujourd'hui. Le mec rate C'est vraiment frais, ultra frais, quoi, en gros. Et du coup, il s'agit de Academia. Alors là, pour le coup, tu m'avais dit récemment que tu aimais bien les petites perles un petit peu planquées. Je peux pas faire beaucoup plus planqué que ça. Hein. Là, j'ai vu, ouais. Dans 81 contributeurs, difficile de faire mieux. Et donc, un thème qui pourrait visiblement s'adapter aussi à la France. Et la congestion administrative, c'est aussi un truc aussi. Ouais, clairement. Même si là, c'est encore une dimension un petit peu différente parce que c'est généralement des universités privées aux États-Unis, mais oui, c'est quand même quelque chose qu'on peut recouper avec la France également. Et donc, vous l'avez peut-être compris avec ce que vient de dire Mix, mais on vous propose dans Academia de construire, de bâtir votre université américaine et de la développer autant que faire se peut. Et donc, pour ce faire, il va falloir construire de nouveaux bâtiments, engager des nouveaux personnels éducatifs, mais à chaque fois que vous recrutez du personnel éducatif, par exemple, des chercheurs, etc., il va aussi falloir recruter des administrateurs. Et en gros, ça fait une grosse machine qui se gère très difficilement. On va aussi avoir différents chemins de scoring. Va aussi falloir tenter de garder dans la boucle les anciens étudiants de la fac, aussi réussir à obtenir des financements sur la chose là. Donc il y a plein de petits mécanismes qui s'imbriquent les uns avec les autres, avec donc différents chemins vers l'obtention de points. Je ne sais pas à quel point tu peux en délaisser un au profit des 3 autres par exemple, ou est-ce qu'il faut vraiment rester super équilibré. Mais en tout cas, j'aime bien la thématique. La DA fait un petit peu amateur, mais pas forcément dénué de charme pour autant. Le matos, ça va être assez sommaire, mais ça fait le job pour un jeu euro, j'ai envie de dire. Voilà, j'aime bien la thématique. Je sais pas si Richard le baquet, il galère quand même pas mal à financer. C'est un tout petit donateur qui a fait des campagnes assez anecdotiques jusqu'à présent, mais j'aime bien. Le truc, c'est que je suis allé checker un petit peu leur jeu précédent sur la page de l'éditeur. Et du coup, tu vas sur BGG, c'est généralement pas des jeux très bien notés. Bon, après, faut toujours prendre avec des pincettes les notations sur BGG, les évaluations, surtout quand elles sont peu nombreuses. Mais disons que c'est pas un signe qui donne forcément très envie. Alors, ouais, ok, d'accord. Après, voilà, c'est quand même pas un jeu qui est donné, hein, 85, même pour compris, $85, 75 ici à l'international, pour un jeu qui est quand même graphiquement très limité. Je pense que leur tort aussi, c'est d'avoir une page de campagne où ils ne montrent quasiment rien, puisque là, j'ai fait le tour de la page, hein, donc tu as un petit gif là, une vidéo, tu as un plateau, et c'est à peu près tout. Je pense que c'est un peu une campagne à l'ancienne. Le concept est intéressant, mais c'est vrai que je sais pas si je oserais mettre 100 balles là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'argument que je mettais aussi en avant dans le menu crowdfunding, c'est que pour un jeu qui présente ces composants-là, $85, c'est quand même outrageusement cher. Ok, c'était l'œil de Kevin. Je sais pas si je ferai un petit jingle ou un truc. Ouais, un jour, si j'ai vraiment... si un jour j'ai le loisir de n'avoir rien à faire, je pense que je ferai un jingle. J'aime bien faire des jingles en ce moment dans mes reviews. Ok, merci. Mais tu peux y aller. Je vais finir film tout seul. Salut tout le monde. Effet spécial, explosion. Il a disparu. Allez, on passe à ce qui est devenu une marque de fabrique, hein, Nyx et Toxic. Alors le titre est à chier, mais comme mes takes finalement sur le jeu de société en ce moment. Mais, fantastique introduction. Comme une horloge cassée, j'ai quand même raison une fois de temps en temps. Alors, je m'étais lancé dans une diatribe abominable concernant Risk of Rain en disant c'est un scandale, il n'y a pas de gameplay, ça va bider, ça bide tellement que, comme disait Kevin, ils vont faire le million. Ça finit quand? C'est fini? Ah oui, c'est fini. Donc, ils n'ont pas fait de million. Mais bon, ils ne sont quand même pas si loin. Presque 5000 contributeurs. Donc, pour un jeu qui n'est pas oufement super joli et qui en plus, donc le concept va être de taper sur des trucs pour collecter des machins et pour taper plus fort sur des trucs, ce qui est déjà vu et revu, mais là, il n'y avait pas l'air d'y avoir d'attrait particulier pour un prix qui était sûrement augmenté par une licence. Et je pense d'ailleurs que dans les backers, il y a beaucoup de fans de cette licence, parce que le jeu vidéo dont c'est inspiré a vraiment sa niche de corps fans, très fans, et a raison d'ailleurs, parce que les jeux vidéo sont très bien. Et le mois dernier, on avait découvert que Vampire Survivors, le jeu mobile, aurait lui aussi son adaptation. Et souvenez-vous, si j'ai le temps, je mettrai un clip, mais peu importe. J'avais dit, mais alors quel est l'intérêt d'adapter un jeu dont le gameplay est quand même très limité? C'est un jeu, on pourrait appeler un bullet hell quelque part, où votre personnage tire tout seul et vous contentez de vous déplacer pour éviter les ennemis, leur tirer dessus et gagner de l'expérience. Bref, pas dingo.
Et alors bon, déjà, ça sent pas bon, je vous félicite. Hein. J'avais fait un short sur le sujet, en disant mais à quoi ça sert de faire un jeu de société dans Vampire Survivors. Et aussi, donc, tout ce que j'en ai dit dans le podcast. Et sur environ 4000 vues au cumul, il y a une seule personne qui a pris la défense du jeu. Donc, 1 pour 4000, pourquoi pas. Hein. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a dit non, mais attends, laisse-lui sa chance. Alors, le gameplay, il est discutable. C'est, je vous l'ai dit, dans sa version mobile ou maintenant PC, vous vous déplacez, ça tire tout seul, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire et vous recommencez. Sauf qu'en plus, maintenant, on se rend compte que, en plus, c'est moche. Alors, on pourrait dire subjectivement moche. Non, c'est objectivement moche, je suis désolé. En fait, quand vous adaptez un jeu vidéo, il y a 2 solutions. Vous faites comme Don't Starve, dont je vais parler bientôt, c'est-à-dire il y a une DA qui peut directement se décalquer, parce que c'est en 2D pour le coup, Don't Starve, qui peut directement se décalquer sur le jeu de société, et du coup c'est sympa parce qu'on retrouve vraiment le truc en plein dedans. Soit vous êtes sur un jeu 3D ou un jeu pixel art ou quoi, et c'est parfois plus difficile de faire la transition. Donc vous avez 2 choix, vous faites comme Dead Cells par exemple, de Scorpion Masqué, vous allez chercher des artistes talentueux qui vont encore une fois transposer cet univers pixel ou différent 3D en jeu de société pour vous embarquer, soit vous prenez juste les sprites du jeu et vous en faites des tuiles, et là c'est vraiment ça, hein, l'espèce de j'aime, les chauves-souris, ils ont juste repris les sprites du jeu pour les mettre sur des tuiles, le terrain est abominable, et je pense que c'est vraiment le layout du jeu mobile qui encore une fois est du pixel art. Et alors on m'a dit, et je l'entends, hein, on m'a dit, oui, le pixel art c'est une forme d'art. Je ne méprise absolument pas le pixel art, je trouve que, encore une fois, des jeux comme Dead Cells, les jeux vidéo sont magnifiques et sont enchanteurs, les Octopath Traveler aussi. Le problème c'est qu'il y a pixel art parce que je fais de l'art, et il y a pixel art parce que j'ai pas les moyens. Vampire Survivors, c'est quand même pas très joli et pas très inspiré. Enfin, si, pardon, c'est pas très inspiré. Donc on retrouve ça. Alors, bon, ça, le plateau, et le pire pour moi c'est le plateau joueur. Le fond gris du C avec juste le truc, ça va être pioche des fosses ou je sais pas quoi là, c'est que c'est pas inspiré. Ils ont pris tous les sprites qu'il faut du jeu vidéo, et quand il n'y avait pas de sprite disponible comme les plateaux joueurs parce qu'il n'y en a pas dans le jeu vidéo, ils ont mis rien. Ils ont mis des couleurs unies. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter à la pile du... Non mais enfin... On en parlait avant d'enregistrer, j'ai vraiment pas les mots. Aussi toxique. Je serais peut-être pas aussi toxique que toi, même si c'est pas moi qui sous un compte annexe publie ce commentaire, c'est pas moi. Sachez-le. Mais effectivement, alors c'est moi qui t'ai envoyé le lien vers la page de pré-campagne Senenejo, parce qu'effectivement moi-même je trouvais ça absolument hideux. Visuellement je trouve ça dégueulasse. Alors le plateau de joueur, à la limite c'est tellement quelconque que je passe à travers, mais le plateau central, enfin vraiment ça agresse l'œil, et ça me surprend d'autant plus que, bon, on l'avait dit la dernière fois, on avait mentionné le jeu, derrière c'est quand même Emerson Matsuuchi, l'auteur, qui est quand même assez renommé, qui a quand même fait des jeux assez éprouvés par le temps, qui restent des classiques malgré tout. Et il y a aussi Grey Fox Games, donc l'éditeur, qui est quand même un éditeur sur lequel il faut compter, qu'on connaît bien. Ils sont sur leur 28e projet, ils ont fait des projets assez intéressants. Parmi ceux-là, il y en a quand même qui sont très très beaux visuellement, donc on sait qu'ils ont au moins dans leur contact des artistes talentueux qui étaient visiblement trop occupés parce que ils n'ont pas bossé sur celui-ci, quoi, visiblement. Non, là, je pense... Là, c'est vraiment moche, quoi. Là, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'artiste. Je pense que c'est vraiment une translation directe du visuel du jeu vidéo, ce qui est un peu dommage. Donc, je suis pas sûr qu'il y avait besoin d'un infographiste à la limite. Ou alors, c'est en accord avec l'éditeur du jeu vidéo qui leur a dit vous utilisez que les artworks qu'on a sur le jeu vidéo. Ouais, j'en doute. C'est bon, peut-être, mais ouais, je suis quand même assez surpris qu'ils sortent ça comme ça en l'état. C'est vraiment pas beau, quoi. Parce que pour autant que je sache, c'est un gars solo qui a développé les jeux vidéo et il a eu le succès qu'il mérite, hein, parce que ça reste addictif, c'est super addictif. C'est pas parce que ça n'a pas d'intérêt en jeu de société que je dénigre le jeu vidéo. Mais si tu veux, pour aller encore... Il y a toujours le charme du jeu créé par un mec tout seul un petit peu à la Minecraft. Bien sûr. Là, ça a son charme en soi, c'est une belle histoire, tu vois. Mais ouais, là, la transposition... Mais si je voulais aller plus loin, alors c'est dommage, on n'a pas d'autres visuels, sinon bien sûr je vous montrerai autre chose. Pour aller plus loin, dans Vampire Survivors, t'as quand même un monde qui est assez grand, parce qu'en fait, pour autant je me souviens quand j'y jouais pas mal, tu dois chercher un peu des objets ou des trucs à débloquer pour débloquer des nouveaux persos, et t'as pas vraiment de carte très précise, ou tu sais plus trop où aller, donc c'est grand, tu cours beaucoup en fait, avec donc, des masses de monstres qui vont te suivre. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc t'as 64 cases avec des tuiles, donc en fait, je suis même pas sûr que ce soit un jeu d'exploration, il y a peut-être une espèce de mécanique de tuiles cachées, ce qu'on voit qu'il y a des stacks, ce qui pour le coup rend encore moins le côté nerveux et défouloir du
du jeu de base. Et ouais. On verra. J'aurai peut-être encore tort, hein, comme je te disais avant l'enregistrement, et je passerai encore pour un énervé, mais là, vraiment... Et j'en ai critiqué des jeux comme ça, n'importe quoi, mais là... On disait tout à l'heure que Shakespeare faisait un petit peu daté visuellement, mais parce qu'il avait 10 ans. Lui, il a pas 10 ans, mais il a l'air d'en avoir 20, quoi. Ah ouais, complètement. Même si le jeu vidéo est encore pertinent. Enfin, tu peux pas te permettre les mêmes choses, en fait. C'est pas la même chose, le jeu de société et les jeux vidéo, en termes de... Même les dos de cartes ont l'air fainéants, en fait, tu vois. C'est des fonds colorés avec du texte dessus. Ça a l'air minimaliste. On dirait un jeu fan-made. Tu vois ça sur BGG en tant que jeu fan-made, ça choque personne. Hein. On dit ouais, bravo pour ton taf. Parce que là, du coup, ce serait bien. C'était un mec qui allait chercher les assets et tout. Donc à suivre. Alors, il n'y a même pas de date de lancement. Hein, donc, ça se trouve, ils sont pas prêts du tout. Peut-être qu'ils osent plus se lancer parce qu'ils se rendent compte. Je sais pas quelle est la réaction des gens. J'ai vu sur les réseaux sociaux quelques gens qui disent ah, j'ai hâte. Parce qu'évidemment, tu auras toujours des fans de licence. Et grand bien leur face. Hein. Mais je sais pas, est-ce que peut-être... 2140 abonnés à la page de pré-campagne, mine de rien. Alors, je fais pas trop gaffe à ça, je fais plus gaffe à ça sur GameFound. C'est beaucoup, 2000 abonnés pour une page KS. C'est pas énormissime, mais c'est pas mal. Parce que ma réflexion, si tu veux, c'était quitte à aller chercher un jeu où tu veux du gameplay, jeu de société, hein, où tu veux un gameplay qui soit assez connu de tous, et puis faire du fric sur une licence, tu vas chercher Hades. T'as Hades 2 qui va sortir en version 1.0 bientôt. Là, tu fais du fric. Là, en plus, tu as tout un artwork qui est magnifique et que tu peux décalquer sans problème. C'est le choix. Et même le jeu est peut-être génial, mais en fait, quel est l'intérêt de cette licence à part en lire le tout, vraiment? Je pense qu'ils essaient de capitaliser sur une fanbase qui, à mon avis, est passée à autre chose. Parce que les jeux mobiles, aussi phénoménaux qu'ils soient, et je pense entre autres à Balatro, c'est pas des jeux qui fidélisent. Balatro, il y a des gens qui en sont revenus, et puis tout doucement, les gens glissent vers autre chose. C'est pas une licence comme Call of Duty, comme Elder Scrolls, comme fidélise pas, je pense, avec ce genre de jeu-là. Pas de la même manière. Bon, à voir. C'était c'était mon petit segment, mais là, encore plus que pour Risk of Rain où j'ai eu tort, là, je mets ma main à couper que si ça se lançait là, ce serait un demi-bid. Et si j'ai tort, comme d'habitude, je ferai acte de contrition derrière. Allez, donc on l'avait vu, un pitch de 3 lignes. Je dirais qu'ils n'ont pas grand-chose à dire ou à montrer, quoi. Alors, on avait un sujet, là, je pense que ça fait tard, hein, ça fait un petit peu juste. On avait un sujet sur Go On Board et Oaken Realms qu'on va probablement garder pour la prochaine fois. On a 2-3 sujets d'avance avec des sujets qu'on n'a pas eu le temps de placer, et tant mieux, pour des moments qui seront un petit peu plus fast en jeu sur lesquels débattre. Malgré tout, allez, je vais quand même... évoquer ce que je voulais évoquer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, Go On Board n'est pas un éditeur qui est revanchard du tout, c'est un éditeur sur lequel qui revient vers moi à chaque fois, alors que régulièrement je vais être peut-être assez tiède sur certains de leurs jeux. Un des jeux sur lesquels j'étais le plus tiède, c'était The Witcher Pass of Destiny, leur deuxième jeu, que j'avais trouvé correct, mais avec quand même des failles ou des choses qui me paraissaient un petit peu étranges. Et ils sont tellement pas revanchards qu'ils m'ont envoyé sans aucun préavis un espèce de... Je pense que c'est une espèce de all-in gameplay, parce qu'il n'y a pas de luxification dedans. Ça fait quand même une paire de belles boîtes. Donc j'étais assez surpris de recevoir ça. Et je les en remercie. Du coup, je vais en dire 2 mots et puis je prendrai ton retour là-dessus. Alors ça m'a re-hypé. C'est un jeu sur lequel je me posais quelques questions. J'ai été re-hypé. J'ai eu envie d'y jouer en voyant tout ce beau matériel sur une licence qui, quand même, malgré tout, me parle encore. Ce qu'il faut en retenir. Alors attendez, je vous sors quand même quelque chose là. Donc voilà, c'était ce fameux jeu où tu avais des histoires en plusieurs chapitres avec 2 chemins différents. Et donc le but c'était de marquer des points bien sûr, mais aussi d'orienter l'histoire d'un côté ou de l'autre, sachant que ça orientait aussi les conditions de victoire. Donc c'était intéressant, mais la question, elle se pose toujours, j'anticipe la même conclusion, c'est quand même de savoir si, comme c'est très mécanique, il faut marquer des points et des combos de cartes, est-ce que l'histoire a vraiment un intérêt ? Puisque tu ne vas pas orienter l'histoire d'un côté, même si tu le voudrais, mais si c'est pour te faire perdre des points, non, tu iras plutôt du côté qui te fait gagner des points. Donc, l'histoire me paraît un petit peu anecdotique. Enfin, elle prend beaucoup de place, en fait, étonnamment, alors que tu ne peux pas privilégier l'histoire si tu veux gagner la partie. Donc c'est un petit peu étrange. Il s'avère qu'en fait, moi qui ai reçu donc toutes les extensions, mais même dans la boîte de base, en fait, ce qui me paraissait un petit peu limité au gameplay, donc faire des lignes de cartes, des combos de cartes, et puis essayer de récupérer des motifs, là, c'était qu'un squelette. Et il s'avère que chaque scénario, ou presque, là, il y en a 3 dans la boîte de base, il y en a 5 en stretch goals, et après il y en a encore quelques-uns sur les add-ons, là. Chaque scénario a ses propres mécaniques avec du matériel supplémentaire, et en fait, je ne vais pas dire que c'est du unsettle non plus, mais
c'est marrant de voir que ce truc qui me paraissait un peu limité au départ n'était donc que la base sur laquelle tu grèves des choses. Il y a un jeu d'enquête où il faut démasquer quelqu'un avec des sacs dans lesquels tu vas aller chercher des indices. Il y a une espèce de mode enquête où tu vas interroger des gens. C'est pas un système de cartes, bien sûr, toujours, hein, mais tu vas interroger des gens et piocher des cartes pour trouver un coupable. T'as un système avec un djinn avec lequel tu peux faire des vœux. Donc en fait, ça a l'air vraiment marrant à chaque fois, même si l'histoire n'était pas intéressante, tu vois. De dire, ouais, vraiment, tu vas aller chercher. Alors, je sais pas à quel point c'est rejouable, parce qu'à un moment, tu t'éventes le truc. Mais en tout cas, ils sont vraiment creusés et ça a l'air, mais ça, c'est propre à Go On Board, ça a pas l'air d'être juste du cosmétique pour, tu vois, pour faire de la boîte. Il y a 2-3 pages d'oreilles pour chaque mode de jeu et ça a l'air, pour le peu que j'ai vu, assez poncé. Donc, ouais, re-hypé, mais. Alors, si, oui, et l'insert est vraiment au top, avec, comme dans Apex Legends, t'as même un peu de place au cas où, et ça, je trouve ça trop bien. Les cartes n'avancent pas aux chausse-pieds. Une fois que tu as vendu toutes les cartes, il reste des slots. Tu as des petits trucs, tu sais pas à quoi ils servent, mais du coup, tu peux mettre un truc là si tu as besoin. Et j'aime bien ça. Donc là, ils sont vraiment donné du mal là-dessus. Donc reste la question de la rejouabilité, je te dis, avec des histoires. Évidemment, on m'a pas donné le choix, puisque je l'ai reçu à cheval offert, on ne regarde pas les dents. Donc du coup, j'ai reçu une VF, ce que j'aurais pas pris si j'avais le choix. Et donc, évidemment, c'est Matago. Donc, j'étais pas serein. Ah, t'as repris une petite camomille à sucer là. Merci, pas grave. Ok. Bon, de toute façon, là, je vais encore parler 2-3 minutes. Tu peux y aller. Donc voilà, Matago, qui avec un trafin fait partie quand même, avec tout le bien que je pense de certains des jeux qu'ils ont pu faire. Pas les meilleurs en termes de localisation. On se souvient pour Matago de la débâcle de hausse qui avait nécessité énormément d'errata, des stickers, des cartes à imprimer et tout. Alors là, a priori, sur la core box, il n'y a pas d'erreur. Il y a un terme qui est mal traduit, ça peut être fâcheux, mais comme moi je connaissais les règles, ça m'a pas trop gêné. C'est un petit peu bizarre, mais en fait, ça renforce le fait que, je vais aller directement encore une fois à ma conclusion, c'est traduit sans talent en fait, sans inspiration et sans talent. Je pense qu'ils ont des gens qui sont potentiellement des bons traducteurs, mais qui font ça à la chaîne, et tu peux être un bon traducteur et avoir aucune culture littéraire, par exemple. Le problème, c'est que c'est un petit peu choquant quand tu adaptes une œuvre littéraire comme elle est Sorceller, donc c'est un petit peu dommage. Alors je l'ai pas sous la main, j'avais un exemple. C'est un jeu quand même qui repose. Donc sur les règles, pour moi, il n'y a pas d'erreur sinon. Donc c'est déjà un très bon point. Hein. En tout cas, sur la core box, j'ai relu le truc, j'ai débrossé un peu, il n'y a pas d'erreur. Surtout ce qui est narratif, ça a l'air d'être d'une pauvreté qui me rappelle les heures sombres de Lens of Galzir. C'est du présent simple en fait. Mon vélo est bleu, bleu est mon vélo. Je fais du vélo sur mon vélo bleu. Et alors attends, mais à un moment, si tu veux, comme je suis un peu un. Attends, je prends la carte. Comme je suis un peu un nazi démo, tu vois, et que je sais que j'en attends plus que la moyenne, je me dis, est-ce que c'est pas moi qui en demande trop? Mais en fait, plus je relis, plus je me dis, mais ça n'a pas de goût. Les noms aussi, ils ont traduit les noms. Alors, le paysan s'appelle Ortillette, comme coquillette, mais avec ortie au début. Tu sais, les noms bidons que tu as dans les jeux qui sont traduits de manière bidon parce que ils veulent franciser des trucs qui n'ont pas de sens. Alors, je te lis, alors c'est pas du spoiler hein, pour ceux que ça intéresse, ou sinon je le couperai. C'est vraiment l'introduction du premier truc qui avait été dispo dans le prototype. Tout premier service qui s'appelle Le Bout du Monde. Je te donne un bout, écoute. Tu me dis ce que t'en penses. Si c'est trop long, je le couperai, mais je veux quand même savoir ce que t'en penses dans tous les cas. Donc en fait, t'as été sollicité par Ortillette pour aller te débarrasser d'un Déovel, donc une créature, hein. Et donc je me lance. Même si vous croyez que des créatures telles que les Déovel ne sont rien de plus qu'un fantasme de l'imagination humaine, vous vous rendez rapidement compte que les habitants de Posada le Bas sont à bout de nerfs. Et lorsque les superstitions et l'agitation sont de mise, les fourches et les torches finissent par suivre. Point. Mais ceci est rarement approprié, et la plupart du temps, encore moins justifié. Point. Il semble que vous allez devoir régler ce problème avant que vous ne quittiez cet endroit, virgule, plus connu sous le nom de Bout du Monde. Donc on comprend, grammatiquement, il n'y a pas d'erreur, mais c'est très factuel. Lorsque quelqu'un vous interpelle par derrière, vous êtes ravi de faire une halte. Point. Briser la monotonie du voyage est toujours bienvenu. Point. C'est factuel. C'est raconter vos vacances. Alors tu t'es peut-être pas d'accord, je vois que tu fais la moue, de toute façon tu peux encore me casser les pieds pendant un quart d'heure, mais je suis... Alors... Non, c'est fort que si, je le vois, je sais, je coupe maintenant. Vas-y. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord, fondamentalement, effectivement, c'est des phrases simples.
faut voir le texte d'origine aussi. Après, je ne sais pas. J'ai pas accès au texte d'origine. Mais oui, c'est pas particulièrement flamboyant stylistiquement parlant. Non, je souriais quand tu avais dit que c'était correct grammatiquement au lieu de grammaticalement. J'ai dit ça, Ça va quel faire journal. petit. Quel abruti. Alors non, alors pour le coup, alors déjà je suis surpris parce que la VF de The Witcher Old World était pas trop mal. Et pour avoir eu les protos de tous les jeux Go On Board, je t'assure que les VO sont beaucoup plus fidèles au bouquin. C'est juste que tu traduis pas de l'anglais mot à mot quand tu fais du littéraire, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que en lisant ça, je peux retrouver la phrase en anglais, quasiment mot pour mot. Tu vois, je peux te donner la VO. Et si je lis VO, ça passe. Mais là, mon village est terrorisé par un satané déovel, vous dit-il sans ménagement. Il n'y a pas de ménagement à avoir, en fait, il te donne un... Tu vois, il y a des... Enfin, et ça, il y a souvent comme ça il y a eu des démos qui sortent de nulle part. Donc voilà, c'est traduit mot pour mot. Peut-être, et des fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'IA là-dedans? Mais là, c'est une accusation qui est assez grave, donc j'irai pas aussi loin. Mais c'est pauvre. Alors pour un jeu qui, même si l'histoire n'est pas importante, l'histoire fait partie du fluff et de l'immersion, bon bah là, en termes d'immersion, pour moi, c'est un peu ruiné. Donc je vais pas trop cracher, mais voilà, c'est Matago. Enfin, c'est pas Matago en fait. C'est que de toute façon, on sait que les éditeurs aujourd'hui n'ont pas les moyens de payer pour des traductions de gens, tu sais, qui seraient des amoureux du jeu et qui auraient participé au développement et qui vont le traduire. Ça n'existe nulle part. D'ailleurs, les grosses boîtes qui font la trad tirent plutôt les prix plutôt vers le bas pour attirer un maximum d'éditeurs qui eux-mêmes sont de plus en plus réticents à faire de la traduction. Ceux qui pourraient, il y en a, hein, des indés qui font de la trad avec, entre guillemets, avec amour et avec le thème et la forme, ils n'ont pas les épaules parce qu'ils sont seuls pour abattre un travail comme celui de The Witcher Old World. Donc, c'est la force des choses. Après, je te dis, s'il n'y a pas d'erreur déjà, c'est pareil, si un Frafin revient de cette route, c'était des traductions pourries, on ne comprenait pas les règles, déjà c'est très très bien. Après, malheureusement, c'est pas joli, c'est pas moche, c'est pas joli, c'est rien en fait, c'est pas mémorable. T'achèterais pas ou tu lirais pas un bouquin écrit comme ça. Et c'est ça le problème en fait. Pour moi, à un moment, tu traduis pas, tu dois adapter, tu changes une tournure de phrase pour que ça sonne plus joli en français, même si tu changes un mot ou que tu inverses deux propositions dans la phrase, tu vois. Mais ça, non, ils le font pas. Et est-ce qu'on peut les blâmer? Je sais pas. Tu me diras sûrement non. Comme tu es un néolibéral. Mais Non, mais j'entends la critique, effectivement. Encore une fois, j'ai pas accès au texte d'origine, donc c'est un peu difficile pour moi d'en juger. C'est vrai que ça donne... Il n'y a pas de parfum véritablement au texte que tu viens de lire, mais ça m'a pas non plus choqué outre mesure. Après, je sais pas jusqu'à quel point le fluff est super important dans le gameplay, mais c'est vrai que en termes d'immersion, c'est peut-être quand même assez important malgré tout. D'autant plus quand tu proviens d'une licence renommée, reconnue, avec des adaptations nombreuses en jeux vidéo qui elles-mêmes sont très bien écrites. Donc, c'est que voilà, non, il est pas important. S'il est important dans l'espace qu'il prend dans le gameplay, il est pas important pour gagner. Ça change rien aux mécaniques. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reprochait qu'en fait. Et malgré tout, il fait partie de l'univers. Tu as quand même t'as 2 pages comme ça à lire pour commencer un chapitre, tu te plonges dans quelque chose et tu peux thématiser tes choix, même si finalement tu vas privilégier le scoring, tu vas en nécessiter faire un choix et donc tu le thématises avec ça. Comme tu dis, oui, ça vient d'une œuvre littéraire déclinée en jeu vidéo. Tu es censé parler aussi à des gens, encore plus une version ultra narrative, des gens qui sont quand même un peu fans du Witcher. Je sais pas si ça leur portera chance. Après, il y a plein de gens, je sais, hein, les Good Enough, il y en a plein des Mr. Good Enough autour de nous. C'est ce qui fait d'ailleurs que les traductions sont toujours tirées vers le bas. Hein. Personne ne se plaint jamais. Et à chaque fois que je parle de sujets comme ça, dans les commentaires, j'ai « Ouais, ça va, on comprend ». Donc oui, si tu veux juste comprendre, tu vas comprendre, il n'y a pas de problème. Et je suis curieux d'avoir ton retour, parce que c'est vrai que le projet m'intéressait un petit peu moins que le précédent de The Witcher. Je sais plus le sous-titre que ça avait à l'époque. Mais Old World, le premier Old World, peut-être. Ouais, ouais c'est ça. Il me tentait un tout petit peu moins, mais malgré tout, il avait vraiment une belle patte. Enfin, de toute façon, Go On Board, c'est généralement du très beau boulot au niveau de la qualité de production, etc. Donc, ouais, il m'intéressait quand même pas mal, mais je sais que, comme Xavier, tu le sais comme moi, aime pas trop les jeux à licence de jeux vidéo, même s'il en a une demi-douzaine malgré tout. J'ai toujours un peu peur de me lancer sur le type de projet-là, parce que j'ai peur de pas trouver vraiment le public pour y jouer avec moi, donc j'y suis pas allé, mais c'est vrai qu'il était intéressant malgré tout. Ouais, celui-là est vraiment fun parce qu'en fait, t'as vraiment une gestion d'engine en fait avec des cartes, ce qui est assez surprenant parce que tes cartes vont avoir des effets, mais aussi des symboles. Tu vas collectionner des symboles qui, pour certains chapitres, ne sont pas forcément pertinents, mais que tu pourras dépenser pour avoir d'autres choses. Ou alors, tu peux collecter des symboles parce que la page te prévient qu'au chapitre suivant, tu en auras besoin. Donc, tu peux dire ce chapitre-là, ok, perdu pour perdu, mais je suis allé chercher avec donc, des pouvoirs éventuellement que tu débloques, puisque le gagnant d'un chapitre gagne des points, le perdant gagne de l'XP, ce qui est vraiment une mécanique d'équilibrage toute bête, mais qui marche très bien. Il y a beaucoup de personnages. Il y a donc
je précise quand même, parce que même moi je l'ai découvert, il y a une version coop, il y a une version 1 contre tous, puis j'ai pas testé bien sûr, hein, je l'ai reçu hier, avant-hier, bref. Un mode solo décevant par contre. Alors ceux qui comptaient sur le solo, malheureusement c'est un petit peu décevant, et je finirai là-dessus, hein, sachant que tu l'as pas, je ne vais pas trop creuser le truc, mais normalement donc le chemin que tu vas prendre et les conditions de victoire qui vont changer dépendent de celui qui aura chaque chemin, je vais faire ça comme ça, dépend d'un symbole, et donc à la fin du round, le nombre de joueurs qui ont une majorité de tels symboles vont déterminer que s'il y a 3 joueurs qui ont l'enveloppe et un joueur qui a la carte, eh ben, l'histoire va partir côté enveloppe. Sauf qu'en solo, c'est toujours l'automa qui va déterminer la suite de l'histoire. Ce qui fait que, et je me suis renseigné sur internet, ça me paraissait bizarre, ce qui fait que la seule option que tu aies toi en tant que joueur, c'est de neutraliser l'automa en essayant de faire des ex-aequo avec lui pour pas qu'il détermine la suite de l'histoire. Donc en fait, tu perds la main, t'es plus dans un truc où tu crées ton truc et tout, t'es en réaction à ce qu'il fait. Et j'ai eu beaucoup de gens, enfin certaines personnes qui étaient un peu déçues de ça, et moi aussi, parce que du coup, t'as plus le feeling du jeu où tu te construis une histoire et tu débats sur ce que tu veux faire ou pas faire. Là, c'est l'automa qui a raison et toi qui essayes de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Donc pour moi, c'est plus le même jeu, c'est pas intéressant, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Par contre, les autres modes, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans. Même, alors oui, les histoires sont à chier, c'est dommage. Enfin non, celle que j'ai vue en tout cas est pas terrible. Mais malgré tout, le gameplay est là et vraiment le gameplay est solide. Donc ça reste un super jeu. Puis dans sa version boutique, donc avec les 3 histoires, les 5 persos et le tapis qui est de base, il n'y a pas de plateau. Pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup sans aucun problème. Et je pense pas qu'il soit trop cher quand il sortira en boutique ou sur Philibert. Voilà. Donc ouais, si tu veux... Enfin non, tu te lanceras pas comme ça à l'aveugle, mais... non, je pense qu'en plus, toi, tu prendrais une VO, tu aurais vraiment intérêt à... Je pense que ça vous plairait. Ouais, il y a forte chance quand même. Voilà. Et on aurait dû enchaîner donc avec un sujet sur Go On Board et le fait qu'il rattrape, qu'il essaie de grignoter un petit peu Oaken Realms. On se le met de côté encore une fois pour la prochaine fois. Peut-être en octobre, on aura moins de sujets, parce que là, on a quand même pas mal rebondi sur des choses, et c'est sûrement beaucoup plus intéressant comme ça. Mais on se garde donc ce sujet de fond et les autres qu'on a un petit peu sous le coude pour la prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Kevin? Qu'est-ce qui va nous arriver sur la chaîne du Devoir prochainement? Théoriquement, on est censé recevoir un des protos que j'avais mentionné moi-même dans le top 3 qu'on avait fait avec Noah, donc lors d'un de nos podcasts précédents. Il est censé arriver courant semaine prochaine, mais bon, disons que l'éditeur est assez en dilettante sur ce qui est de la communication. Il fait du bon boulot, par contre la communication c'est très très léger. Donc ça passe toujours par l'auteur du jeu et non pas par l'éditeur, parce qu'il répond une fois tous les 36 du mois, c'est un petit peu lassant. Et du coup le problème c'est que s'il arrive genre le 24-25, on n'aura certainement pas le temps de jouer avant le tout début d'octobre, parce qu'on n'aura pas l'occasion de se réunir, et la campagne se lance je crois le 9 ou un truc comme ça, donc vraiment ça va être très ric-rac, et j'aime pas trop quand c'est comme ça. Mais bon, c'est un jeu que j'attends beaucoup, c'était Elder Tide, que tu avais trouvé très très joli visuellement. C'est le même éditeur que Jisogi. Ouais, je me souviens. C'est un jeu que j'attends malgré tout avec impatience, celui-ci. Mais bon, j'aime pas trop être brusqué. Et, bon, j'espère juste pouvoir lui accorder autant de temps qu'il le mérite, quoi. C'est marrant parce que tu vois, vite fait, cette image-là aurait pu me faire penser à un jeu Open Owl, dont on parlait tout à l'heure, à Mistwind, Threshold et tout. Et justement, à l'époque de Mistwind, Threshold, Open Owl, c'est exactement ça. C'était des mecs qui répondaient 1 fois par mois. J'ai eu le cas à une époque aussi avec Ivy. Et je fuis comme la peste autant que possible ces éditeurs-là, parce que quand tu commences à courir après, t'es pas moins, enfin à mon sens, t'es pas moins tenu par les délais, parce que l'éditeur est en retard. Moi, si l'éditeur commence sa campagne le 15 et reçoit la boîte le 10, j'ai quand même un contrat qui dit que je dois faire une review pour le jeu, c'est à moi de me démerder, quoi. Donc finalement, c'est toujours toi, en tant que créateur de contenu, qui va subir ramasser un peu les pots cassés et subir la pression, ce sera jamais l'éditeur. Donc c'est un peu agaçant, surtout que si tu fais une review en cours de campagne ou post-campagne pour faire quand même un truc bien, bah tu fais moins de vues et tu passes du temps un peu plus pour rien, quoi. On reste quand même, la plupart de nos contenus sur des choses qui périment à un moment, même s'ils sont une deuxième vie quand les jeux sont livrés. Donc ouais, j'aime pas trop ça. Après, je comprends que tu t'acharnes sur ce jeu-là, parce que oui, en effet, moi, il m'avait chauffé, et à raison, je pense, voilà, je le backerai bien, hein. Tu vois, t'arrives quand même à faire backer des jeux, et en ce moment de plus en plus. donc voilà, ok. Donc on croise les doigts là-dessus, parce que j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, peut-être d'ici au prochain podcast, même si la campagne sera lancée d'ici là, j'imagine. Et puis voilà. Bon, moi j'ai Don't Starve, mais j'en ai assez parlé, je pense, sur lequel, alors je peux donner un micro-teaser, mais
J'en pense 90% de bien et je pensais en penser... J'imaginais en penser 99% de bien. Et en fait, il y a quand même 10% de doute, enfin pas de doute, mais il a peut-être, et je dis ça vraiment parce que je sais qu'à la fin de l'émission, il y a quand même moins de monde qu'au début, un petit côté un tout petit peu trop mécanique dans sa... c'est un jeu de survie, hein. Il est peut-être un tout petit peu trop mécanique si on voulait chipoter. Est-ce que tu penses que c'est dû à l'état prototypal du jeu, le truc un peu introduction, on va dire, ou est-ce que c'est vraiment purement dans les mécanismes eux-mêmes du jeu? Ah oui, non, le proto, je peux te le vendre comme un jeu neuf et tu verras du feu, hein. Après, oui, sur le développement, on va comprendre ta question. Non, je pense pas. Je pense que vraiment, chaque lieu va avoir une jauge de ressources qui va diminuer quand tu vas piocher dans le lieu, tu vois. Enfin, c'est très jauge. Et donc, ça, c'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Mais comme c'est très jauge, c'est très calculatoire. Et là, pour le coup, alors j'évente un peu mon truc, mais celui-là, je vais très très fort le comparer à Unsettled parce que c'est un Unsettled, en fait, sans aucun doute. Et de très très... Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais comme il y a moins de fluff, peut-être que, tu vois, Orange Nebula cache mieux son côté très mécanique derrière un fluff quand même et une tension. Alors que là, même si ça reste juste un truc un peu scénarisé, disons que voilà, sur les dernières parties, ça m'est venu comme ça en me disant, ouais, c'est quand même très très mécanique et très calculatoire. Ça en reste pas moins un excellent jeu d'après moi et d'après ce que j'en vois, et j'ai aucun doute sur l'éditeur, hein. Et voilà, je vous spoil, vous savez avant tout le monde que mon petit doute là-dessus, enfin un de mes deux petits doutes, c'est ça. C'est est-ce que c'est pas un petit peu trop rigide? Et puis nous on refera, donc ça va, ce podcast va sûrement sortir tout début octobre ou toute fin septembre. On essaiera de retourner à un truc peut-être mi-octobre avec les quelques news qu'on aura. Ou alors on attend fin octobre. Et comme ça, tu es sûr que tu auras fait ton Elder Tide, tu auras un deuxième retour à froid. Moi, j'aurai peut-être mon Threshold. Et puis, on peut se faire comme ça aussi. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette heure et demie qui, je trouve, est passée encore plus vite que d'habitude. Sur les rubriques habituelles, je sais pas. Alors, il y a peut-être un petit peu de latence au début parce que on n'a pas commencé à enregistrer au tout début de l'enregistrement, là. Mais en tout cas, c'est passé vite. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc d'ici à peu près un mois. Vous savez, quand on fait au mieux, j'essaye de m'accrocher à ce rythme quasi mensuel. Merci Kevin, comme toujours, d'être là. Allez voir les Ludovore, Kevin et Xavier, que pour certains, Xavier est devenu une légende urbaine, hein, comme il est plus dans le podcast, il y a son nom. Mais peut-être penser que c'est un mec qui est mort. Tu sais, on met un truc en hommage à Xavier. Non, il est toujours vivant, il est là, hein, juste il a la flemme. Mais il existe. Retrouvez-le sur la chaîne des Ludovore avec Kevin. Et puis retrouvez-nous le mois prochain. On vous embrasse. Passez de bonnes fêtes. Je sais pas quoi dire. Plus. De bonnes fêtes. T'es un peu en avance, Léo. Oui, 27. Ça passe. Bonne année et à bientôt. Salut. À la prochaine.